Bonjour, alors je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir un profil assez atypique, un papa qui était salarié, qui s'est reconverti ensuite dans le e-commerce. Bonjour Étienne. Bonjour Christelle. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que c'est ce que je te Avec disais en plaisir. off Ouais, avant. Je ouais. sais que j'ai pas mal de parents qui seraient intéressés par ce que tu fais, parce que tu vas nous faire découvrir. Donc déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? J'ai dit que tu étais papa, du coup, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Ton âge, si tu veux bien me partager, Ouais, où tu habites, voilà, dis-nous tout. ouais, bien sûr. Bah écoute, donc j'ai 36 ans, j'habite sur Lyon, donc papa de deux petites filles, et donc aujourd'hui à mon compte depuis maintenant 3 ans. Avant j'étais donc salarié, j'étais technicien plutôt dans l'industrie pendant 10 ans, voilà. Et il y a un moment donné où j'ai choisi de prendre une voie différente pour me lancer à mon compte. Qu'est-ce qui t'a fait Donc c'était en basculer, en 2000. fait? En 2018, c'est ça? Ouais, ben en 2000, c'était en 2017 déjà que j'avais eu mes premiers contacts un petit peu sur Internet avec des formateurs qui montraient un petit peu le potentiel que peut apporter Internet dans tout ce qui est business en ligne. La possibilité, tu vois, de toucher énormément de personnes en France grâce à cet outil. Mhm. Que tu veuilles donc communiquer sur ton offre ou lancer une boutique e-commerce. Et donc ça m'a plu parce que notamment j'étais dans l'automatisation dans mon métier précédent. Si tu veux, j'intervenais chez des clients pour automatiser, robotiser leur installation. Et donc, je voyais bien l'intérêt de cette tâche-là, parce que une fois que le client avait payé sa machine et la prestation de mise en marche pour son robot, et ben après cette machine-là fonctionnait H24 pour lui rapporter, pour lui amener une rentabilité. Donc, il y a un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu mettrais pas un petit peu cet appétit que tu as vers les outils d'Internet et ces nouvelles, c'est une nouvelle connaissance en fait pour mettre à profit ça et lancer ton propre business quoi. Donc ça, j'y suis allé vraiment à petits pas, tu vois, pour tester, voir si ça fonctionnait. Et puis en 2018, mai 2018, je me suis lancé, j'ai demandé une rupture à l'amiable à mon patron de l'époque, et puis c'était Mhm. parti. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu étais encore salarié quand tu as commencé, donc non seulement à t'intéresser, mais aussi à te former, en fait, Ouais, ouais, à tout ça cet s'est fait. univers-là, en fait. C'est ça. J'y suis allé en deux temps. Mhm. Pendant que j'étais salarié, j'avais déjà créé une micro-entreprise D'accord. et déjà lancé à l'époque ma première boutique e-commerce. C'est que lorsque j'ai eu mes premiers signes, si tu veux, de réussite, comme quoi ça fonctionnait vraiment et que je commençais à capter les choses, que j'ai pris le risque du coup de demander ma rupture, quoi. Alors bien sûr, j'avais quand même. Alors pourquoi rupture? Parce que je savais que derrière j'aurais quand même une durée de chômage qui me permettrait de lancer mon entreprise tout en en gardant un revenu tous les Mhm. mois. Je pouvais pas faire, je pouvais pas faire bêtise. J'avais déjà ma fille Mhm. qui venait de naître, donc il fallait que j'assure quand même au niveau du foyer. Et puis ça m'a aussi énormément rassuré de me dire bon voilà, tu as un an et demi pour mettre tout ça en route. C'est le privilège hein, de vivre en France avec Oui, ces c'est aides, vrai. on peut le Ouais, dire. c'est vrai, hein. Mhm. Tout à fait. Donc, du Et coup, pour le coup, ça m'a été utile. ça t'a été utile. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es formé quand même? Parce que ça ne s'improvise pas, Ouais, j'imagine. En fait, tu te formes. Déjà, comme j'étais passionné. Mhm. Je parcourais beaucoup je pense comme le font pas mal de gens. Je parcourais pas mal les groupes Facebook dans ma niche qui concernait donc l'e-commerce, le dropshipping et donc déjà je m'imprégnais, tu vois, de tous les aspects, de tous les éléments qui faisaient que devait maîtriser un e-commerçant tout simplement, Mhm. pas seulement maîtriser un CMS comme Shopify, mais aussi tous les aspects en rapport avec la publicité, par rapport au référencement SEO, euh, euh, l'offre, le marketing, comment mettre en place une offre, comment communiquer dessus, le copywriting, etc. Et donc du coup ça faisait énormément de choses
qui m'attirait. Moi, à l'époque, ça m'attirait beaucoup et ça me passionnait. Donc, je lisais beaucoup, je passais beaucoup de temps dans les groupes. Et aussi, j'ai investi clairement dans des formations des formateurs de l'époque. Alors, à l'époque, c'était quand même cher. Hein, moi, je me rappelle avoir payé ma première formation 2500 € pour me former déjà, pour avoir les premières bases. C'était une formation en ligne, j'imagine, en plus. C'était formation en ligne, ouais, avec espace partagé et puis des modules, tu vois, que tu les suis petit à petit avec des vidéos à visionner, puis après des actions à mener après avoir visionné. Et puis ça avançait comme ça, de module en module, de semaine en semaine. Souvent, tu étais, bon voilà, c'est le principe un peu de la formation en ligne, mais tu étais dans un groupe Facebook avec tous les autres membres qui avaient acheté la même formation. Donc, ça te permettait d'avoir un partage, des échanges entre les différents membres et voilà, de pouvoir solutionner, pas seulement qu'avec le formateur, mais avec les autres membres, des complexités. Souvent, tu connais pas un outil, tu as une autre personne qui va en parler, tu t'y intéresses et tu t'aperçois que cet outil va t'être utile, etc. Et c'est comme ça que tu construis petit à petit et que tu te formes, en fait. Voilà. Ok, parfait. Est-ce que, alors du coup, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler justement de e-commerce, dropshipping, etc., est-ce que tu peux expliquer en fait en quoi consiste concrètement ton activité? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, le principe du dropshipping, c'est de mettre en relation, si tu veux, des clients que tu es allé récupérer, que tu es allé intéresser sur des réseaux sociaux par le biais de ta publicité et d'arriver à les amener sur ta boutique e-commerce. Voilà. Et ensuite, de leur proposer un produit, une offre qui leur plaise tout simplement, que le produit que tu leur proposes soit solutionne un problème qu'ils ont ou soit les passionne et qu'ils aient envie de l'acheter. Et voilà, ça c'est vraiment le but. Et puis par derrière, une fois qu'ils ont déjà acheté, maintenir ce contact-là en faisant en sorte éventuellement de leur reproposer un produit qui pourrait leur plaire. Ou en continuant de leur donner de la valeur par un email ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est la stratégie assez basique. Par contre, en dropshipping, le fait est que le produit que tu proposes au client, ce n'est pas toi qui gères donc la logistique ni son acheminement. En fait, tu te reposes sur un fournisseur qui lui va faire cette tâche de d'emballer donc le produit que le client vient d'acheter et de l'expédier directement à l'adresse de ton client, voilà, sans que ça passe par tes locaux. Voilà, donc ça c'est une partie tout de suite qui est déléguée, que tu travailles avec un fournisseur chinois ou avec un fournisseur français, portugais ou peu importe. Voilà, c'est ça le principe du dropshipping, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et ça c'est vraiment top parce qu'effectivement ça te demande pas de locaux, pas de boutique, pas de soucis logistiques en fait. Si, tu es quand même toi responsable de la logistique, du succès de l'acheminement. De l'acheminement, ouais. Voilà, sur ton site, clairement, c'est vers ton site que ton client va se retourner si la livraison n'est pas réalisée ou si elle prend trop de temps ou autre. Et donc, c'est toi qui vas être responsable de ça. Donc, tu es obligé d'avoir une équipe de service après-vente pour veiller à tous ces aspects-là et qui sera en lien direct avec ton fournisseur pour éventuellement, s'il y a un problème sur le produit, le remplacer. Si le problème n'est jamais arrivé, si le produit n'est jamais arrivé, le réexpédier. Voilà, tout ça, c'est quand même toi qui demeure le responsable. Ouais. D'accord, ok. Et quand tu parles d'équipe, du coup, qui t'aide justement à suivre, on va dire, ces acheminements de marchandises, est-ce que toi, tu le faisais tout seul, j'imagine, au départ, en fait? C'est peut-être dans un second temps que tu t'es fait entourer d'une équipe ou dès le départ, tu as automatisé, délégué? En fait, au début, j'essayais de faire tout, de faire tout seul. Et après, j'ai compris par la suite que c'était un problème. C'est ce qui m'empêchait d'avancer, en tout cas d'obtenir des résultats. Donc, assez rapidement, dès 2000, je dirais dès 2019, juillet, août 2019, en fait, j'avais pris à l'époque un consulting. Tout à l'heure, tu parlais de comment je m'étais formé. J'ai à la fois pris des formations, mais il y a un moment donné où je me suis dit, tiens, ça serait bien de me rapprocher d'une personne qui est compétente dans ce domaine-là, qui a déjà eu des résultats, des succès et qui pourrait vraiment me faciliter l'avancement de façon rapide.
Et donc, cette personne-là m'avait tout de suite mis le doigt là-dessus en voyant de la manière dont, enfin, mon process, tu vois, comment je fonctionnais au quotidien. Quand elle a vu que je répondais encore à mes emails, que je faisais encore, que je réponds aux emails du SAV, bien sûr, hein, ça te prend rapidement 1 heure, 2 heures, voire 3, une fois que tu commences à vraiment monter en puissance. Voilà, c'était un des premiers éléments que j'ai pu déléguer. Voilà. D'accord. Donc, Ok. toujours avec un suivi, bien sûr, c'est à toi de mettre en place les supports qui vont permettre à ton service après-vente de suivre les différents dossiers de tes clients, de les faire avancer, de t'assurer qu'ils sont bien en relation avec ton fournisseur et que la communication est bien dans les deux sens, que ça avance. Il y a des logiciels aussi qui permettent de faire ça très bien maintenant. On appelle ça un logiciel de ticketing, par exemple. Et voilà. Et toi, ça va te libérer du temps pour te concentrer sur vraiment ce qui génère de la valeur ajoutée pour ton entreprise, c'est-à-dire ton marketing, ta recherche produit et puis ta publicité, quoi. Ok, parfait. Quand tu parlais justement de gestion du temps, quel est ton emploi du temps actuellement? Et attends, du coup, autre question quand même qu'on n'a pas précisé. Là, tu gères combien de boutiques? Est-ce que tu as une seule boutique? Comment? Ouais, alors actuellement, j'ai 3 boutiques vraiment en service qui fonctionnent et qui sont complètement déléguées, on va dire. C'est-à-dire que à la rigueur, j'ai juste à régler les factures le lundi matin de mes fournisseurs et ça s'arrête là. J'en ai une sur laquelle je suis vraiment plus focus parce qu'elle représente un volume de chiffre d'affaires nettement plus important, c'est quasiment 90% du chiffre d'affaires, parce que le produit est vraiment a vraiment une traction très très forte et du coup un potentiel énorme à l'échelle européenne ou mondiale, tu vois. Donc vraiment, je me concentre dessus, je me focus dessus. Mais par contre, ça n'empêche pas les 2 autres boutiques de tourner en autonomie et d'apporter leur chiffre d'affaires tous les mois, quoi. Voilà. T'es du coup dans cette philosophie de pas mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est-à-dire tu te dis pas forcément, enfin, je garde pas seulement qu'une boutique, si jamais ça flanche. Voilà, bah, une fois que tu en as une qui marche bien, voilà, ça a été le principe d'aller d'en développer une seconde, puis une troisième, et ainsi de suite. Et puis même d'avoir d'autres side projects, par exemple, tu vois, proposer un accompagnement individuel pour des personnes, ou par exemple de développer ce que je pourrais dire un tools, un logiciel qui pourrait aider dans mon activité. Et finalement, tu t'aperçois qu'en faisant, il te vient pas mal d'idées que ensuite tu peux récupérer pour proposer en fait un logiciel qui va solutionner le problème de pas mal d'autres commerçants qui sont dans la même situation, quoi. Bon, voilà, petit à petit, les occasions se sont un peu créées. Comme tout d'ailleurs, au départ, quand j'ai quitté mon travail de salarié, j'avais peut-être 5% de chance de mon côté. Tu vois, quand je suis parti, je connaissais rien, j'avais une formation en poche et ma passion. Et j'avais vraiment peu de choses pour réussir. Et en fait, tout ça, ça s'est petit à petit offert à moi. Les opportunités se sont créées. Et puis ça a fait que voilà, j'en suis aujourd'hui. Ouais. Parce que en fait, tu es quelqu'un qui t'intéresse à beaucoup de choses. Finalement, tu t'es épanoui justement sur une activité qui te permet de te former sur plein de domaines, en fait. Sur plein de domaines, ouais. Alors, c'est vrai que cette activité-là est particulièrement... ouais, il y a énormément de domaines qui concernent cette activité. Donc, on en parlait tout à l'heure, il faut savoir faire de la publicité, il faut s'intéresser au référencement naturel, il faut savoir monter une boutique. Donc, il y a des aspects visuels, graphiques. Quand tu veux faire de la publicité, tu vas t'intéresser à la vidéo, comment faire un montage vidéo, quels sont les éléments qui font qu'une vidéo convertit ou pas tes prospects. Tu vas t'intéresser tout à l'aspect logistique, il va falloir que tu sois compétent là-dessus, sur les différents outils d'automatisation. Tu vas devoir t'intéresser au management de toutes ces personnes-là, comment tu vas t'organiser ta semaine pour pouvoir suivre ça facilement.
Mhm. Enfin voilà, on a à peine parlé de peut-être 30% de toutes les choses qu'il faut pouvoir maîtriser au quotidien. Donc Ouais. c'est une grande richesse, si tu veux. Mm. Plus tu avances, plus les choses deviennent faciles, si tu veux. Mais au départ, c'est quand même, il faut pousser les murs dans ton cerveau pour qu'il soit en capacité d'assimiler. Et puis une fois que tu as assimilé, ben voilà, ça devient facile, tu peux y mettre de côté, puis t'intéresser à un nouveau segment. Voilà, une nouvelle chose. Il faut pas tout faire en même temps parce qu'autrement tu n'y arrives pas. Mais une fois que quelque chose est géré et que tu t'es assuré qu'elle va fonctionner dans le temps de façon régulière, tu peux vraiment t'en décharger en termes de charge mentale, tu vois, et t'intéresser et te focuser sur un autre point qui te paraît primordial pour ton business, quoi, tout simplement. Ok. Donc, du coup, je reviens juste sur ton emploi du temps. Donc, ce que je comprends, c'est qu'avec 3 boutiques, au final, alors je parle juste sur cette activité-là, t'as énormément de temps devant toi, c'est bien ça? Ouais. Bah, écoute, si tu veux, aujourd'hui, là, par exemple, il y a eu les vacances de Pâques. Bon, bah voilà, ok, les enfants partent en vacances. Bon, bah très bien, on prend les valises, on s'en va, quoi. Je prends 15 jours et j'ai aucun souci, quoi. Je regarde toujours mon chiffre d'affaires en fin de journée qui est généré par mes boutiques. Tout fonctionne, quoi. À la rigueur, je vais appeler mon fournisseur, je lui dis, bah écoute, tes factures que je dois, par exemple, te payer tous les lundis, etc. Et ça encore, je pourrais vraiment le déléguer. C'est encore simplement parce que je garde un peu la main sur le porte-monnaie, mais si tu veux, ça, je pourrais vraiment le déléguer. Donc voilà, je vais lui dire, bah, je te paierai pas lundi, je te paierai le lundi d'après, tu vois. Pendant 15 jours, je vais être tranquille, déchargé de tout souci. Voilà, tout tourne vraiment en automatique, quoi. Voilà. Parfait. Ça, c'est important. Ok. Pour des personnes qui aimeraient se lancer, quelles sont selon toi les connaissances et les compétences nécessaires pour cette activité de e-commerce? Compétences techniques, tu dirais, ou En fait, ouais. Je pense qu'il y a nécessairement un aspect peut-être technique, quoique tu vas me dire, tu l'apprends. Ouais, voilà, moi j'ai vraiment tout appris, hein. Je connaissais pas du tout en 2017 tout ce que je viens de te citer. Faire une publicité, je ne savais pas faire. L'univers Facebook, par exemple, ou Google Ads ou quoi que ce soit, j'avais jamais mis le nez dedans. Alors, je dirais que moi, peut-être ce qui m'a facilité la tâche, c'est que j'avais déjà par le passé une activité assez technique, tu vois, donc j'avais le nez déjà dans des logiciels assez complexes. En tant que technicien, tu vois, j'avais besoin de programmer des logiciels et souvent, bah, c'était des logiciels assez complexes, donc tu ne maîtrises pas forcément tout. Donc j'avais déjà ce réflexe d'aller regarder dans l'aide quelle fonction, comment elle fonctionne, comment la mettre en place, tu vois, en fait, me débrouiller par moi-même. Si j'étais bloqué, d'avoir le réflexe d'appeler une hotline ou un support pour leur demander de me débugger, etc. Donc tout ça, c'était déjà un automatisme chez moi. Et donc, quand je me suis retrouvé confronté à tout un tas de nouveaux logiciels ou d'environnements, j'ai eu la même démarche, si tu veux, et ça m'a pas vraiment posé de soucis. Après, bon, je suis quand même limité, hein, je connais pas tout. Je suis pas par exemple, je suis pas développeur, tu vois, je peux pas créer, coder mon site internet ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, la démarche, elle est là. Et après, avoir le réflexe de se référer à plus fort que soi, quitte à le rémunérer pour résoudre, pour solutionner un problème ou pour activer une fonctionnalité que par toi-même tu ne saurais pas mettre en place, quoi. Voilà. Ok. Ce que j'avais lu parce que comme je t'avais sollicité un petit peu au préalable aussi par rapport à cette interview, ce que tu m'avais aussi marqué, ce qui était important selon toi, c'était d'avoir ce mindset aussi de réussir. Ah oui, bah, clairement. Ouais, j'avais dû te le mettre. Tu m'as même répété 2 fois. Ouais, 2 fois. Bah, de toute façon, c'est ça. Hein. À l'époque, je m'étais quand même pas mal intéressé à cette notion de développement personnel. Ça faisait vraiment sens, tu vois. Et d'ailleurs, c'était souvent assez bien retranscrit par les formateurs auxquels j'ai eu accès. Souvent, c'était un des points clés de leur formation. Ça démarrait souvent comme ça. Une formation démarrait toujours par un aspect développement personnel, mindset, notamment alors
pour la réussite, mais aussi un rapport à l'argent. L'argent, quand tu n'as pas l'habitude d'en gagner au départ, c'est vrai que quand tu dois te projeter dans le fait d'en gagner, il y a des sortes de petits plafonds de verre qui t'empêchent, tu vois, ou même c'est comme une peur de gagner, quoi. Et il y a même une notion de quand dira-t-on auprès de ta famille, auprès de tes amis. Demain, si je me mets à réussir, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que c'est une personne qui du coup, en montrant son envie de réussir, va plutôt être considérée par ses amis comme quelqu'un de très factuel ou quoi? Donc voilà, il y a des barrières à franchir. Et ensuite, le mindset, c'est le mindset aussi d'entrepreneur, quoi. Quand tu démarres quelque chose, d'aller jusqu'au bout, de vraiment et de pas t'éparpiller. J'en parlais récemment là dans un de mes posts Facebook. Le principe de l'objet brillant, c'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui dans ta communauté décide de se lancer, par exemple en e-commerce, eh bien, le meilleur conseil que je pourrais lui dire, c'est que tant qu'elle n'a pas réussi en e-commerce ou en dropshipping, elle s'arrête pas. Elle va, même si aujourd'hui, tu vois, il y a on entend beaucoup de choses sur la crypto, des gens qui explosent en crypto-monnaie, etc. Et donc, ça pourrait être très tentant d'aller s'aiguiller vers ce truc-là ou de le faire en parallèle, etc. Moi, je te dirais, non, parce que tu risques d'éparpiller, d'éparpiller tes actions, ton emploi du temps, ta réflexion. Et ton cerveau, il va pas être aussi performant, quoi. Et moi, je le vois dans mon quotidien. Ça reste toujours très dur pour moi de me focuser sur des actions qui, je sais, sont essentielles pour mon business parce que je peux être moi-même encore attiré par d'autres opportunités, tu vois. Ouais, voilà. C'est ce que je qualifie, c'est ce qu'on qualifie communément le syndrome de l'objet brillant. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais, exactement. C'est ça. Du coup, c'est bien ton activité principale, c'est ce que je t'avais demandé aussi au préalable. Je t'avais demandé aussi, selon toi, au bout de combien de temps tu es arrivé à remplacer ton salaire d'avant? Ah oui, je dirais en 1 an et demi, à peu près, ouais, c'est ça, 1 an et demi, entre le moment où j'ai quitté mon emploi et c'est ça, 1 an et demi à peu près. D'accord. Bon, j'aurais peut-être pu disons que tu as toujours ce confort en fait du chômage qui tombe tous les mois, etc. Mais en fait, j'y ai trouvé un danger à ça. C'est qu'à un moment donné, ça t'installe dans un confort. Ouais, bon, peu importe, je vais gagner 1 500 € à la fin du mois et ça tombe tout seul. Mais le problème, c'est que ton cerveau aussi, il fonctionne avec ce paramètre-là. Et du coup, il va pas donner la pleine puissance, tu vois. Par contre, si demain, je te coupe les vivres là, dans 2 mois que tu n'as plus les 1 500, ton cerveau, il va pas réfléchir de la même chose. Il va y avoir un rapport à l'urgence qui va être extrêmement motivant pour toi et qui va vraiment te faire passer à l'action. Et à un moment donné, j'ai constaté ça. Et pourtant, j'avais encore 8 mois de droit. Et c'était en plein confinement, le premier confinement. J'ai dit stop. Allez, peu importe s'il y a encore des risques ou quoi que ce soit, il faut absolument que tu coupes cette aide. Et je le fais de cette manière-là, en prenant conscience du danger. Donc même si des personnes passent à l'action et sont tout de suite en mesure de gagner de l'argent par leur activité, essayer de ne pas continuer cette aide, de la couper au plus tôt possible. Je pense que c'est important. Je suis tellement d'accord, c'est exactement ce que j'ai ressenti pour ma part aussi. Dès lors, alors moi je suis allée jusqu'à mes 2 années d'aide, mais dès lors que ça s'approchait, que j'avais plus qu'un mois ou 2, mais à ce moment-là, c'est là où j'ai mis le carburant en fait, parce que je savais qu'il y avait plus de choix, en fait, les bouchées doubles, exactement. Ouais. Donc quelque part, c'est vrai que ça aide à se lancer au départ, d'avoir ces aides, du coup, parce que je pense qu'on ose, du coup, enfin franchir le cap vers l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi très vicieux si on s'assoit sur ça, parce qu'on se challenge pas autant, forcément. Oui. Entièrement d'accord. Ok. Est-ce que tu estimes qu'avec une seule boutique, tu peux arriver à en vivre, ou tu conseilles d'en avoir, du coup, plusieurs? Oui, comme tu disais, pour ne pas avoir les œufs dans tous les œufs dans le même panier, éventuellement en avoir une deuxième, etc. Mais
mais avec une bonne boutique qui fonctionne très bien, il y a largement de quoi en vivre, hein, si tu veux. Quand tu commences à faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, tu vis confortablement malgré tout, sauf si tu fais vraiment des conneries, tu vois. Mais en général, si ton business il est viable, ta rentabilité tourne autour de 25-30%, il y a largement de quoi en vivre, tu vois. Ouais. Ok. C'est très intéressant tout ce que tu nous partages et du coup, je te sens tellement épanouie par rapport à cette activité. C'est ce que je t'avais posé aussi comme question. Qu'est-ce qui est source d'épanouissement pour toi dans cette activité? Ben écoute, là aujourd'hui, tu vois, même si j'ai tout délégué, en fait, je m'aperçois que comme je suis extrêmement passionné, j'ai toujours un projet sur le feu, quoi. J'ai toujours un nouveau projet que j'aimerais, sur lequel j'aimerais me lancer et avancer, tu vois. Et du coup, ça me plaît. Enfin, tu vois, malgré tout, je vais pas passer toute ma semaine à rien faire, quoi. Je vais, là, par exemple, je te prends l'exemple d'une boutique où, finalement, elle fonctionne en B2C. Eh bien, je m'aperçois qu'il y a une opportunité sur le B2B. Qu'est-ce que je fais? Naturellement, je m'oriente vers ce projet-là et je me mets dans la démarche d'aller prospecter cette cible-là, d'adapter mon offre, d'adapter mon produit, etc. Et voilà, c'est passionnant parce que j'ai jamais fait ça. Je m'étais jamais projeté une fois dans ma vie en me disant tiens, je vais aller vendre un produit à des professionnels. Donc c'est une approche complètement différente, une offre complètement différente. Et voilà, ça me plaît de le faire et voilà. Et à partir du moment où j'y vois un intérêt pour mon business, mais en plus que ça me passionne, j'y vais à 200%, quoi. Ouais. Et puis cette liberté aussi de temps, du coup, de géographique aussi, te dire, je sais que tu m'as partagé en off que tu allais bientôt déménager, mais en fait, il n'y a pas d'incidence, du coup. Ouais, non, il y a zéro incidence. Je peux vraiment occuper mon temps comme je le souhaite. Alors, il y a certaines fois, il peut y avoir quelque chose sur le feu, il y a une problématique, etc. Il faut que tu puisses réagir. D'ailleurs, on en parlait là récemment. C'est sûr que si j'ai un plantage sur mon site internet un dimanche sur une période de forte audience, on va dire, je vais tout de suite lâcher tout ce que je fais et puis me concentrer là-dessus. Il va pas falloir que tu me parles pendant 2 heures. Mais bon, les enfants, ils savent, quoi, par exemple, que c'est le cas, tu vois. Et par contre, ils sont heureux le reste du temps d'avoir un papa qui est disponible, qui joue avec eux, etc., sur des créneaux horaires que d'autres papas n'auraient pas parce que ils sont au travail et qu'ils sont obligés de respecter une tranche horaire. Et puis même quand elle est terminée, il faut aller faire les courses, alors que moi, je vais aller faire mes courses à 10h du mat quand il n'y a personne. Enfin, tu vois, et tous ces avantages-là, puis de pouvoir manager vraiment ton temps comme tu le souhaites. Comme tu souhaites. Et ça, en fait, ça a été une vraie révélation pour moi en tant qu'homme, tu vois, de pouvoir assumer tous ces aspects à la fois familiaux, professionnels, avec uniquement mon propre point de vue, tu vois, et ne pas dépendre d'un chef qui va ou d'un patron qui va rythmer ta vie, en fait, qui va t'imposer ça, alors que des fois, tu ne voudrais pas. Moi, j'étais par exemple en situation de devoir faire des déplacements. Quand on m'imposait pendant 1 mois ou 1 mois et demi ou 6 mois d'aller à tel endroit, de faire 2 heures de bagnole tous les jours et que ça m'était imposé, tu vois, moi je supportais pas. Quand on me disait pars au Japon, va faire ou en Corée du Sud, va faire un déplacement pendant 1 mois et demi, tu verras pas tes enfants, ça me pesait, tu vois. Je savais que c'était intéressant pour moi professionnellement, mais d'un autre côté, je freinais des 2 pieds parce que je savais que j'étais pas là au quotidien pour gérer ça. Donc, ça m'a fait un bien fou. Vraiment, en termes d'épanouissement, ça m'a fait un bien fou de me mettre à mon compte et de dire ça y est, maintenant, tout repose sur toi. Tu vas pouvoir. Ça va être dur. Ça va vraiment dur parce que maintenant, il n'y a plus personne. Hein. Tu n'as pas de salaire qui rentre. Tu peux plus te référer à quelqu'un pour t'aider, etc. Tout repose sur toi. Mais par contre, quel épanouissement de pouvoir dire enfin tout repose sur toi et de faire les actions qui te plaisent, quoi. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Waouh, super inspirant ce que tu viens de nous partager. Du coup, à des parents, des papas notamment, qui t'écoutent, qu'est-ce que tu leur conseillerais si justement ils souhaitent aussi se lancer comme toi dans cette voie-là? De se faire confiance, tout simplement, de se fixer des objectifs aussi.
Ça, c'est important. Moi-même, j'ai du mal à m'en fixer. J'y vais vraiment beaucoup trop à la motivation, au mindset, etc. Et puis, je me dis, oh, on verra bien, tu vois. Et plus le temps passe et plus je m'aperçois que se fixer des objectifs, c'est important dans l'avancement de tes projets. La manière où tu vas te focuser. Si tu sais que tu fixes une date dans 3 mois, voilà, c'est extrêmement plus facile de dire, OK, à partir de cette date-là, je fais mon rétro-planning et ça conditionne tous mes agissements pendant les semaines qui vont précéder cette date butoir. Et tu vas t'organiser, tu vas contacter les personnes qu'il faut, tu vas solliciter, etc. Parce que tu as cette date butoir et ça, tu gagnes du temps, tu vas pas être du tout dans la procrastination, tu vas être à l'inverse, dans la motivation, dans l'organisation et hop, tu vas être tout heureux le jour de la date butoir. Bon, peut-être que tu auras eu un couac, ça va être le lendemain, tu vois, mais voilà, ça va se faire, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est terriblement gratifiant d'être capable de faire ça et de savoir que tous les autres projets que tu vas peut-être inventer ou qui vont se présenter à toi, tu vas être en mesure de les réaliser parce que tu as cette capacité à te fixer des objectifs. Que si tu t'en fixes pas, ça risque de traîner et ça va être contre-productif, quoi. Bien sûr. Donc voilà, fixer des objectifs, le mindset, et puis comme je reviens un peu sur la phrase se faire confiance, et se dire que toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi au moment où tu vas lâcher ta sécurité, etc., ne sois pas inquiet, n'aie pas peur, parce que tout va s'offrir à toi. C'est un petit peu comme comment dire, je dirais c'est un peu en rapport avec la loi d'attraction, mais à partir du moment où tu vas mettre des actions en place pour aller vers une direction que tu as choisie, pas mal de choses vont se mettre en place. Tu vas provoquer ta chance, en fait, et ça va se faire tout seul, en fait. Ça va être dur, mais il y a des choses, tu vas dire, mais c'est impossible, le gars, je le connaissais pas, il m'appelle et il me propose ça, c'est génial. Et tu n'aurais jamais deviné que cette action-là allait se produire, tu vois. Et voilà, c'est aussi fait beaucoup d'événements de ce type, quoi. Magnifique, parfait. Alors du coup, tu l'avais dit à un moment donné pendant l'interview que tu accompagnais aussi des personnes, du coup, à eux aussi se lancer, à elles aussi se lancer dans un site e-commerce. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc là, ouais, c'est tout récent. Ça fait à peine un mois que j'ai pris cette décision. Enfin, un peu plus parce que j'ai eu le processus où il a fallu que j'établisse mon offre, que je travaille là-dessus, que je détermine qu'est-ce qui, pour moi, m'avait permis de vraiment avancer, qu'est-ce qui avait fait que j'ai réussi, en fait, à monter quelque chose et qui fonctionne. Donc, j'ai identifié, en fait, plusieurs piliers et que donc je propose au travers de mon offre. Et en fait, je m'adresse à une personne qui était comme moi il y a 2-3 ans, qui s'était lancée, qui avait déjà qui avait déjà pris une formation, qui avait déjà fait ses premiers milliers d'euros, mais qui sentait qu'il manquait quelque chose vraiment pour franchir un cap des 20-30 000 euros. Tu vois, tu n'arrives pas, il y a cette limite et tu sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est produit. Moi, à ce moment-là, j'ai pris un consulting avec une personne. Et c'est un peu comme si elle m'avait pris la main, elle m'avait tiré. C'est ça. Allez, il te manque ça. Il y a pas mal de choses, mais voilà, t'es pas assez focus là-dessus, t'es pas assez régulier là-dessus. Ça, c'est pas du tout géré, et c'est ce qui fera ta réussite. Donc, elle te montre vraiment toutes les problématiques que tu as, te montre éventuellement des éléments que tu n'as pas, et hop, 2 mois après, je faisais 20-30 000 et 2 mois après, je franchissais la barre des 100K et hop, dans l'année qui suivait, je franchissais la barre des 500 et ainsi de suite. Ça m'a vraiment aidé. Et en fait, j'ai été content. J'étais vraiment, après, avec le recul, je me suis dit, tu vois, heureusement que ce mec-là était là, qu'il a communiqué sur son offre, qu'il m'a donné ce qu'il m'a transmis à l'époque. Et donc, moi, j'ai eu envie de proposer pareil. Donc, c'est à ma mesure, tu vois, je vais pas avoir, j'ai mon activité à côté. Et donc, je limite un petit peu ça, mais voilà, entre 2, 3, 4 personnes, je pense que avec un suivi, apporter ce suivi, c'est important, tu vois, de transmettre.
Ouais. C'est ce qu'on a besoin, ouais. Pas que d'une formation en ligne, mais d'un vrai retour, d'un vrai feedback, Voilà. d'un vrai accompagnement. Et puis au final, tu t'aperçois que c'est très enrichissant parce que même les personnes que tu accompagnes, elles ont des connaissances que toi, peut-être, tu n'as pas. Et donc, tu t'aperçois qu'en donnant, tu vas aussi à recevoir aussi pas mal de choses parce que les gens sont contents, ils aiment aussi te transmettre ce qu'ils connaissent. Et puis pourquoi pas, après tu peux lier des amitiés, ça peut éventuellement devenir peut-être pourquoi pas un partenaire futur. Enfin, tu vois, tu t'en sais rien de l'avenir. Donc c'est ça aussi que je trouve très enrichissant. C'est ça, c'est vraiment magique. Du coup, pour des personnes qui seraient intéressées pour te contacter, comment est-ce qu'on te contacte? Voilà. Tout simplement, tu tapes Étienne Petit dans Facebook, tu viens me parler. Il n'y a pas plusieurs Étienne Petit? Ouais, c'est Étienne Petit 69, je crois. Voilà. Voilà, l'URL précise qu'il faut mettre après le facebook.com, Étienne Petit 69. Et là, tu tombes certainement sur mon profil. Et ensuite, tu viens me parler en DM, il n'y a pas de souci. Parfait. Et puis voilà, s'il y a quelque chose à partager ou quelque chose à initier, on le fait volontiers, avec plaisir. Super. Et puis écoute, un énorme merci, Étienne, pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça va donner des bons déclics à certains. Je t'en prie. Et puis à très bientôt. Que ça aidera. À bientôt, Christelle. Salut.